Le déclin de la Chine offrit une autre opportunité pour l'étude sur la sinologie. Après le milieu du 19e siècle, la Chine est devenue semi-coloniale. Des savants et explorateurs des quatre coins du monde pouvaient s'y déplacer librement et y mener des travaux de fouilles archéologiques. Beaucoup de sinologues sont ainsi devenus explorateurs et de mystérieuses reliques culturelles se sont dévoilées devant eux. En fait, non seulement la Chine, mais presque toutes les civilisations anciennes étaient pillées à l'époque, car aux yeux des Occidentaux, ils sauvaient les échantillons de culture. Ces voleurs sont devenus néanmoins des protecteurs et des chercheurs sur ces précieuses reliques après leur rapatriement. Pour ce paradoxe historique, il faut avoir une analyse rationnelle et dialectique. Mars 1907. Dormant dans le désert, Dunhuang ne pouvait pas encore sentir la chaleur du printemps. Au coucher du soleil, une caravane s'avançait en dehors de la ville. Les gens étaient surpris de constater qu'il y avait des étrangers aux cheveux blonds et aux yeux bleus dans la caravane. Ces personnes venaient de Grande-Bretagne. Ils avaient voyagé péniblement dans le froid et la faim depuis des mois. Après avoir traversé l'Op Noor, ils avaient visité l'ancienne ville mystérieuse de Lolan. Cependant, leur but ultime était les grottes de Mogao de Dunhuang. Le chef de l'expédition se nommait Orelstein. Stein 是一个匈牙利人，他在德国学了梵文和印度的古代历史，以后他到印度去，在当时印度是英国的一个殖民地，是不是？所以印度政府，就是英国政府在印度，他在那边工作。Ce ne fut pas la première exploration de Stein. Auparavant, il avait visité Khotan dans le Xinjiang et les ruines Nia. Il y avait récolté un grand nombre de reliques culturelles précieuses, attirant ainsi l'attention de toute l'Europe. L'Association internationale d'expéditions en Asie centrale et en Extrême-Orient fut établie et de grandes puissances planifièrent leur propre programme d'exploration en Asie centrale, espérant être dans les disputes futures pour les intérêts. Le gouvernement à l'Est, mourant, ne pouvait plus prendre soin de ce territoire distant. Pendant ses études, Stein avait entendu parler de Dunhuang. Un de ses professeurs s'était rendu à Tianfodong, les grottes des 1000 Bouddhas. Cela renforça son attachement pour l'Orient. Mais cette fois, par rapport à l'histoire des grottes de Mogao, Zhangjiandong, la grotte bibliothèque, fut plus attrayante. En discutant avec un homme d'affaires, il apprit qu'il y avait un prêtre taoïste aux grottes de Mogao qui avait découvert par hasard une pièce secrète dans laquelle une grande quantité de livres anciens étaient conservés. Le 21 mai, après une étude approfondie aux alentours de Dunhuang, Stein dressa directement son campement sous les grottes de Mogao. Il y attendit impatiemment le prêtre taoïste Wang. Il sut qu'une autre expédition menait des recherches en Asie centrale, et ils étaient probablement sur le chemin pour se précipiter vers cet endroit. Son concurrent était une expédition française. Un an plus tôt, ils étaient partis de Paris pour l'Est, via Moscou. Au même moment, ils étaient probablement dans la zone Koutcha. Leur capitaine, Paul Pelliot, avait seulement 27 ans quand ils étaient partis. Il était si jeune. Comment pouvait-il prendre en charge une mission si importante ?
À l'été 1900, la révolte des boxeurs progressait à Beijing. Les boxeurs assiégeaient la légation française quand d'un coup, un jeune Français sortit et saisit un de leurs drapeaux géants. Mais pendant la pause, ce jeune homme s'assit par terre pour boire du thé avec les boxeurs. Un conflit farouche était résolu simplement. Ce jeune homme s'appelait Paul Pelliot. À l'époque, il travaillait à l'école française d'Extrême-Orient. Il s'occupait de l'achat d'objets anciens et de livres. Ce disciple du sinologue Chavannes connaissait non seulement la culture orientale, mais il était aussi très doué en langue et en maîtrisait 13. Son caractère combatif et son esprit d'aventure furent ses atouts dans l'archéologie. C'est dans cette perspective-là que Paul Pelliot s'est lancé dans cette expédition. Mais il faut dire aussi que, parallèlement, d'autres pays s'étaient lancés dans de telles expéditions, donc en particulier l'Allemagne, le Japon, la Russie. Et vous savez aussi qu'entre la France et l'Allemagne, il y avait un conflit très fort à cette époque-là. Et donc, il y avait une concurrence entre les savants aussi. Parce qu'il a une mémoire photographique. Il est capable de lire une page d'un texte et il s'en souvient. Donc, quand il est parti pour le Xinjiang, ils ont traversé la Russie à ce moment-là. Et quand ils sont arrivés à Bukhara, ils sont restés là pendant un mois. Et en un mois, il a appris le turc à Bukhara et à Samarcande. Heureusement, l'équipe archéologique de Paul Pelliot était encore en route quand, fin mai 1907, devant l'entrée des grottes de Mogao, Stein rencontra la personne qu'il avait attendue tant de temps. Mais comme Stein ne savait pas parler chinois, il fut obligé d'embaucher Jiang Xiaowan, conseiller provenant du Hunan, pour parler avec Wang Yuanlu. 这个王元禄啊，是湖北麻城人。那么在1899年或之前某年，就云游到敦煌这个千佛洞。定居以后呢，刚好是参加敦煌县好多乡绅组织的修复敦煌千佛洞的这么一个活动。常丁洞是在他们清理洞窟的时候，在一个很偶然的情况下，发现洞窟离开了以后，里面还有洞。那么发现了，打开以后，里面有很多这个文献很多文物。Stein ne demanda pas immédiatement d'apprécier les documents. Il sentit que Wang avait des doutes sur ses expériences. Il demanda au prêtre de regarder les fresques dans Tianfodong. Wang accepta. Pendant la visite, Stein vit l'histoire de Xuanzang, qui alla à la recherche des canons bouddhistes. Une idée géniale lui surgit. Il prétendit qu'il provenait d'Inde et qu'il était le disciple désigné par maître Xuanzang. Cela surprit Wang et il se sentit très proche de lui. There was no effective police control in Xinjiang or even in parts of Gansu. So with different methods, R.L. Stein said he was the reincarnation of Xuanzang. So they used all kinds of methods in bribery, paying people off, and that can't be done any longer. Par une nuit sombre, le prêtre taoïste Wang, pieux et ignorant, amena Stein devant l'entrée de Zhongjindong. Il ouvrit personnellement la porte. Aux lumières des chandelles, Stein entra dans le couloir sombre avec enthousiasme. J'ai vu des rouleaux de documents, couche par couche, empilés, nombreux et en désordre. Au cours de la semaine suivante, Stein et le conseiller Jiang sélectionnèrent des manuscrits et des peintures en soie que le prêtre taoïste Wang avait sortis. Le 13 juin, après négociation, Stein troqua 4 pièces de saïci équivalent à 200 taels d'argent et un engagement de garder strictement le secret contre plus de 20 grands cartons remplis d'objets.
3 mois plus tard, en octobre 1907, après avoir fait des fouilles dans les zones Tumushuke et Kucha, l'expédition de Paul Pelliot arriva à Diroy avec une dizaine de caisses en osier remplies d'objets anciens, à savoir l'Ulumutsi actuel, où il rencontra le prince d'assistance à la gouvernance, Zailan, de la dynastie Qing. 载兰是嘉庆皇帝的曾孙子，是这个光绪皇帝的堂弟吧，应该是。但是他这个人在义和团运动期间呀，他是实际上是慈禧太后授命他的，就是利用这个义和团来抗拒洋人，支持义和团的。那么后来义和团失败以后呢，这个外国人就提出来。 要惩罚一大批人，其中就包括载兰。C'est pas un étranger, Pelliot. Il y a eu ils se sont battus les uns contre les autres et après ils sont devenus des amis. Les amitiés les plus fortes commencent souvent par des bagarres. Donc voilà. Et c'est à ce moment-là que le prince Lan parle de Tuan Wang avec Pelliot et le prince Lan lui montre un manuscrit chinois. Ce don est une nouvelle preuve pour confirmer les vagues rumeurs en disant qu'il y avait un prêtre taoïste à Tienphodong qui découvrit une pièce remplie de reliques précieuses. Paul Pelliot décida immédiatement de renoncer à la visite de Turfan et se déplaça tout de suite vers Dunhuang. En février 1908, après des épreuves de 2 mois, Paul Pelliot arriva enfin à Dunhuang. En regardant les grottes devant lui, Paul Pelliot fut stupéfait. Un sentiment d'histoire, de religion et d'art écrasa son cœur. Ce soir-là, Paul Pelliot tournait et se retournait. Il ne pouvait pas s'endormir. Et quand il arrive au Tianfo-Tsong, le Wang Tao n'est pas là. Alors il le cherche. Et quand il finit par le trouver, le Wang Tao lui dit « Oui, Orelstein est venu, etc. » Et il lui dit « Ah bon, vous lui avez donné des livres ?»« Oui, j'ai ouvert. » Et il lui dit « Mais pourquoi ?» Et le Wang Tao dit « Orelstein était très généreux. » 王老师当时我刚才讲，他还是缺钱的，不能说别的，他不是为自己花的，他就是缺钱，要修这个，要修缮这个洞子，要修缮这些塑像。大概波西哥就给他500两银子有。 他就王老师感到很高兴了，大开洞门，叫波西哥去，你去吧，你去弄去吧。 Le prêtre taoïste Wang fut battu par l'argent encore une fois. Le 3 mars 1908, Paul Pelliot fut invité à entrer dans Tsangdindong. Les rouleaux de documents d'une hauteur d'un homme l'excitèrent. Il dit avoir vu une bibliothèque médiévale. À une vitesse de 1000 rouleaux par jour, Paul Pelliot parcourut tous les trésors. Son record fut de 100 rouleaux en 1 heure. Il définit cela en plaisantant, un rythme de voiture circulant sur la route. 彼はそういう調査をしているうちに、敦煌遺書の最も新しい年代が11世紀の初めを超えるものがないということに気がつきました。 そして彼は歴史の知識からその頃いわゆる西夏ですね、シーシャーが攻めて敦煌に攻めてきたということを知っていましたので、おそらく増強道というのは敦煌の人々が西夏の攻撃から増強道の中にある教官を守るために自ら閉じたものだというふうに考えたわけです。 Je n'ai manqué aucune chose importante. J'ai touché chaque manuscrit. J'ai feuilleté également chaque morceau de papier. Et Dieu sait combien il y avait de pages déchirées. 波西和跟斯坦因不一样，斯坦因是把东西往外搬出来以后，然后呢让讲师爷给他挑完了他拿走。波西和呢是自己进到洞里面，点了一个蜡烛，蹲了3个星期。 Paul Pelliot sut qu'il ne pouvait pas prendre tous les documents. Ainsi, lors de sa sélection, il établit certains principes. Premièrement, l'époque doit être marquée sur le document. Deuxièmement,
il faut garder tous les documents à part canon chinois. Troisièmement, il faut garder tous les documents des ethnies à part les Han. 3 semaines passèrent en un clin d'œil. Paul Pelliot troqua 500 taels d'argent contre 10 grandes boîtes en bois remplies de plus de 5000 manuscrits et peintures en soie. Une autre caravane partit des grottes de Mogao en ramenant tout un chargement. En 2014, la sinologie française a été officiellement établie comme discipline il y a 200 ans. Au début du XXe siècle, les guerres ouvrirent les portes de la Chine très ancienne. La sinologie entra dans une nouvelle phase d'expédition sur le terrain. Dans le même temps, certains commençaient à penser que pendant cette étude de la culture chinoise par les étrangers, qu'est-ce que la Chine pouvait faire en tant que destination de pèlerinage, à part fournir passivement des matières premières. Fin 1908, Paul Pelliot organisa une exposition en passant par Beijing. Il offrit des manuscrits de Dunhuang aux savants chinois, parmi lesquels Luo Zhenyu et Wang Guowei. Ce fut la première fois que des savants chinois voyaient des objets de Zhang Jindong. Luo Zhenyu exprima son état d'esprit à l'époque en 3 mots: encourageant, haïssable, déplorable. Plus tard, le grand sinologue Chen Yingke déplora le sort de Dunhuang et de la nation. Il dit que Dunhuang, c'est une histoire triste de la recherche académique de notre pays. Pourtant, les documents de Dunhuang, dispersés à l'étranger, ont cultivé la gloire de 3 générations de sinologues. 凡是根据敦煌文物、新疆文物做研究的这些东方学家，后来取得的成果全部是空前的成果，有些甚至是绝后的，就空前绝后的成果。我们今天所能列举的很多很多的大师，都是因为他们染指敦煌文物。而我们中国人由于各种原因，特别是因为我们拿不到材料，这材料都拿走了，那么存在国内的这些材料呢，也没有学者也没有很好的机会来看到它，所以我们研究的人很少，所以形成了这种反差，而这种反差恰恰是我们学术的一个伤心事。Depuis plus de 100 ans, le monde entier se demande si la rencontre entre Dunhuang et Stein avec Paul Pelliot est une chance ou un malheur. Certains ont indiqué que, sans Paul Pelliot, la sinologie serait orpheline. Parce que, comme Demiéville, sinologue français, dit, c'est grâce aux manuscrits de Dunhuang que nous pouvons toucher la vie réelle d'une région de la Chine médiévale d'une manière beaucoup plus directe que par les livres d'histoire. Cela a ouvert un vaste espace pour la sinologie en déclin à l'étranger. Mais peu importe les évaluations sur les recherches académiques de Stein et de Pelliot, il est impossible d'ignorer leur banditisme de l'époque. C'est un passé honteux de l'histoire, de la civilisation humaine. La dispersion des manuscrits de Dunhuang est une douleur pour tous les érudits chinois qui ont un sens moral. Au printemps 1909, à Paris, après avoir présidé une conférence de sinologie au Collège de France, le professeur Chavannes reçut un colis de Londres, une boîte en bois gigantesque. Chavannes, très curieux, l'ouvrit et trouva de vieilles tablettes de bambou et des documents en papier jauni. Il s'agissait de dossiers archéologiques collectés par Stein lors de ses 2 expéditions en Asie centrale, y compris une partie des manuscrits de Dunhuang extrêmement précieux. Mais pourquoi ce Britannique donnait-il ces précieuses reliques culturelles soigneusement collectées à son concurrent ?
这是27初，英国的汉学家差不多没有，他们不懂古代汉语等等，也不懂佛教的文献，所以而且斯坦因有一个好处是他老是要学者看看他带回来的材料，他老要他们研究和发展他们的知识等等。沙凡当时可能是欧洲最好的古代汉语专家，所以斯坦因专门给他带回来的材料编一个目录。Chavannes est devenu le premier savant mettant de l'ordre et étudiant les répliques culturelles de Dunhuang et du Xinjiang. Un an après, il transmit ses traductions et annotations à Stein. En 1913, après négociations et modifications, ces documents ont été publiés par la maison d'édition de l'Université d'Oxford, intitulé « Texte en chinois découvert dans le désert du Xinjiang par Stein ». Osamu Oba, fondateur japonais de la science des tablettes de bambou, déclara « Après avoir vu les originaux, j'ai senti le talent du professeur Chavannes qui a publié ses interprétations sur les textes. Il a fait un grand effort, sa valeur est inestimable. » En effet, le talent de Chavannes provint de sa formation de sinologie orthodoxe. Pourtant, sans perception obtenue de ses visites sur place, Chavannes n'aurait pas pu devenir une autorité dans son domaine. Je pense que Chavannes est très particulier dans l'histoire de la sinologie française, dans la mesure où il est le premier à s'être rendu en Chine avec comme seule intention d'étudier la civilisation chinoise. Alors qu'auparavant, les personnes qui venaient en Chine le faisaient dans un but de missionnaire ou bien comme diplomate ou pour toutes sortes de raisons, mais sa raison première, c'était de comprendre, d'étudier la civilisation chinoise. Au début 1889, 4 ans après la fin de la guerre sino-française, à peine sorti de l'université, Chavannes fut envoyé par le ministère des Affaires étrangères à la légation de Beijing. Sa mission était simple, améliorer son chinois. Pourtant, cela ouvrit la voie de l'exploration de la culture chinoise pour Chavannes. 3 mois plus tard, avec l'aide de chercheurs chinois, Chavannes commença à traduire et à noter le chef-d'œuvre chinois de l'histoire ancienne, les archives des cérémonies du culte du ciel et de la terre de Shedi. Et Chavannes donc s'est lancé le premier dans un travail de très grande envergure, qu'il n'a d'ailleurs pas pu finir parce qu'il est mort trop tôt, qui était donc la traduction intégrale du Shedi. La première traduction intégrale du Shedi en anglais est parue il y a 10 ans peut-être, c'est beaucoup moins ancien. Mais donc là, Chavannes et la France, donc, et le Collège de France, ont été vraiment pionniers. Quand on se tient au sommet du mont Taishan, on sent que tous les autres monts sont petits. En juin 1907, pour vérifier les enregistrements dans les archives des cérémonies du culte du ciel et de la terre, Chavannes et Alexiev sont montés sur le mont Taishan encore une fois. Alexiev fut un célèbre sinologue russe. Il fit ses études auprès de Chavannes à Paris et fut connu sous le nom de Aranlin, l'homme au niveau d'un académicien impérial. Dans son livre « Notes de voyage en Chine » en 1907, Alexiev décrit sa visite au mont Taishan ainsi. « Tous les moyens sont bons. Les maîtres pratiquent les rituels pour chasser les fantômes. Les gens pratiquent des rituels de sacrifice au Bouddha et aux 3 dieux taoïstes. Ils font des prières à tous les dieux et esprits. Il n'est pas nécessaire de réfléchir sur leurs expériences. Nous avons grandement bénéficié de la visite au mont Taishan. Le mont Taishan nous fait comprendre les raisons simples de l'existence des religions humaines. » Ils ont mis 2 jours pour monter sur le mont Taishan. Les nombreux temples tout au long de la route, dédiés aux dieux de divers milieux et même les mendiants, étaient devenus leurs expériences les plus intuitives pour comprendre la culture chinoise.
Alors, ce qui est original dans la démarche de Chavannes, c'est qu'il a également utilisé les moyens les plus modernes de son temps, et en particulier la photographie. Et puis, un autre point qui est capital dans la démarche de Chavannes, c'est l'utilisation de matériaux qui traditionnellement ne sont pas utilisés en Chine, dans le but de comprendre la civilisation chinoise ancienne, c'est-à-dire l'épigraphie. L'épigraphie est la science des inscriptions. Elle vise à dévoiler la culture et les significations historiques cachées derrière des bronzes, des pierres, des bambous et autres objets culturels, en particulier les inscriptions des textes et des estampes. Comme les objets de Dunhuang, ces vestiges sont une précipitation de l'histoire et de la culture. Par rapport aux matériels imprimés en texte, ces matériels sont plus vifs. Chavannes accomplit une tentative subversive. Pour la sinologie en Europe, elle a donné naissance aux études en Chine en employant des méthodes de l'histoire moderne au milieu de la sinologie. Le dernier livre de Chavannes fut Tolondzienne, publié en 1919. C'est un rituel taoïste. Les anciens gravaient les textes de vœux sur le métal et la pierre, et puis ils allaient jeter les vœux inscrits sur les plaquettes métalliques, dans les grottes, les canyons et les sources, dans les monts et les fleuves célèbres, comme le mont Taishan. Ces plaquettes étaient surnommées dragons. Les gens pensaient que le dragon jeté avec les formules de prière pour les sacrifices pourrait transmettre les prières à l'empereur du ciel. Chavannes 就意识到，这个是在别的地方、别的文化是很罕见，可以说几乎没有。中国是对自然环境、对自然的这个灵有这不是人的灵魂，对自然的这个 spirit 灵魂有一种很深入的崇拜跟爱好。所以他就一定要知道是什么意思。En janvier 1918, Chavannes, 53 ans, meurt à Paris. Ce brillant érudit arrêta son travail quand ses études étaient les plus productives. Lire 10 000 livres, parcourir 10 000 lits est un vieux proverbe chinois. Les sinologues, avant Chavannes, restèrent toute leur vie au bureau pour étudier les œuvres classiques chinoises ou sentir la Chine lors de leur séjour sur place. À partir de Chavannes, cette situation a connu un changement fondamental. La méthode de recherche, combinant visite sur le terrain et étude des œuvres, est devenue l'arme magique de la sinologie française. Indépendante du cadre de l'orientalisme, la sinologie française est devenue aussi importante que l'égyptologie, l'hellénisme, la romanistique et d'autres disciplines spécialisées.